Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Ce jeune chauffeur de 27 ans qui témoigne à visage couvert, victime d'une agression dans la nuit du 14 au 15 août sur l'avenue Le Monglet à Filou, 7e arrondissement de Brazzaville, aux environs de 21h, a failli perdre sa vie. Brazzaville, 12 juin 2022. Ce soir-là, à 19h02 précise, les rues de Trois-Poteaux se sont vidées comme si un ordre invisible avait été donné. Les vendeurs de beignets ont replié leurs tables, les volets ont claqué, les portes se sont verrouillées. En moins de 2 minutes, la place centrale est devenue déserte. Les rares retardataires ont accéléré le pas, le regard fixé au sol. Tous savent ce qui arrive à cette heure-là. Les bébés noirs, adolescents de 12 à 17 ans armés de machettes, couteaux ou armes artisanales, apparaissent alors. Ils surgissent en groupe, souvent entre 3 et 10 individus. Leur démarche lente et assurée montre qu'ils se considèrent comme les maîtres du terrain. Ils parlent peu, se contentant de signaux rapides. Leurs cibles sont choisies au hasard. Une femme âgée, un commerçant, un étudiant, un inconnu de passage. Un menuisier, de retour de son atelier ce 12 juin, a croisé leur route à un terminus. Pas un mot. Un coup net à l'épaule. Ses outils tombent sur le bitume et lui s'écroule. À Poto-Poto, une tenancière de bar explique que même les enfants peuvent se retrouver avec une machette sous la gorge. À Wenzé, un jeune homme montre une cicatrice au bras gauche, souvenir d'un vol pour un téléphone usagé. À Casis, une commerçante raconte comment, en voulant éviter un adolescent isolé, elle est tombée dans une embuscade. Un coup au coude, le sang qui coule et la perte de tout, sac, téléphone, lunettes. Dans certains quartiers comme Ibaliko, la vie s'interrompt bien avant la tombée de la nuit. Les habitants se barricadent. Les policiers vivant sur place tirent parfois en l'air pour dissuader les attaques. Les vendeurs ferment tôt, les enfants sont rappelés à la maison et les ruelles, autrefois bruyantes, deviennent des couloirs silencieux. Moi, je pense que l'État congolais doit faire quelque chose pour nous. Parce que pour moi, par exemple, je suis à Massengo. Il n'y a pas moyen de sortir tôt pour éviter les embouteillages, pas moyen de rentrer tard, tout ça à cause des bébés noirs. Parce que je suis moi-même victime. Une fois, les bébés noirs m'ont ravi le téléphone, tout ce que j'avais de charge dans mon sac. Donc, je dis vraiment aux hommes politiques, à l'État congolais de voir ce problème et la police doit assurer la sécurité pour ça. Ce qui frappe le plus, c'est l'âge de ces agresseurs. Des mineurs, souvent sous l'effet de drogue bon marché ou d'alcool fort, qui transforment la machette, outil agricole, dans un autre contexte, en instrument de terreur. Les plus jeunes ont appris à lire la peur dans les yeux des adultes et à l'exploiter. À Talangaï, un vieil homme le dit simplement « Avant, on craignait les voleurs de nuit. Maintenant, ce sont nos propres enfants qui nous terrorisent. » Reste une question qui glace le sang. Comment une ville a-t-elle pu en arriver à craindre sa propre jeunesse armée? En 2014, Brazzaville donnait l'impression d'avoir retrouvé un semblant de calme. Les marchés étaient au plus animés, les mères laissaient leurs enfants jouer un peu plus longtemps dehors, et les conversations évoquaient un retour à la sécurité. Mais cette tranquillité apparente masquait des tensions profondes. Partout, un nom circulait. Mbata Yabakolo, littéralement la gifle des aînés. C'était le nom donné à une vaste opération policière visant à expulser de République du Congo les Kuluna, bande criminelle originaire de Kinshasa, accusée de semer la terreur dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Toutes ces communications, d'abord face aux officiers et sous-officiers de la force publique à Pointe-Noire, ensuite à l'endroit de l'ensemble des unités de police impliquées dans cette opération, le général Jean-François Ndengue aura insisté sur le fait que Mbata Bakolo devra se dérouler dans l'humanisme total et le respect des règles de l'art. Aucune bavure ne sera tolérée, ni vol, ni viol, acte horrible de sauvagerie, inacceptable, ni violence quelconque sur les personnes, ni spoliation de leurs droits et de leurs biens.
Ça doit être clair pour tout le monde. Et sur le terrain, plusieurs quartiers de Pointe-Noire ont été investis par le directeur général de la police et l'ensemble de ses troupes. Les images avaient marqué les esprits. Camions remplis d'hommes jeunes, visages fermés, escortés jusqu'à la frontière et renvoyés en République démocratique du Congo. Pour beaucoup, c'était une victoire de l'ordre sur le chaos. Le phénomène Kuluna, importé depuis l'autre rive du fleuve Congo, s'était imposé par des attaques spectaculaires et violentes, souvent en plein jour. Armés de machettes, parfois organisés en commando, ces jeunes imposaient leurs lois par la force. Face à cette menace, les autorités avaient choisi la manière forte. Arrestations massives, expulsions rapides et déploiement renforcé de forces de l'ordre dans les zones sensibles. La population avait accueilli cette opération comme une délivrance. Mais cette impression de victoire ne tenait qu'en surface. Les Kulunas expulsés avaient peut-être quitté le territoire, mais la violence, elle, avait des racines locales. Ce qui frappait, c'était que certains modes opératoires, certaines armes et même certaines attitudes existaient déjà bien avant l'arrivée des Kulunas. Dans les années 1990 et 2000, la République du Congo avait connu plusieurs guerres civiles et affrontements politiques internes. Les milices armées, Cobra, Ninja, Kokoyes, Mamba, avaient déchiré Brazzaville et d'autres régions du pays. Ces groupes étaient souvent liés à des factions politiques et à des chefs militaires, et leurs combats se déroulaient non seulement sur les lignes de front, mais aussi dans les quartiers, jusque dans les maisons. Au milieu de ces affrontements, on trouvait des enfants. Certains, à peine âgés de 11 ou 12 ans, recevèrent des armes, un surnom et un rôle précis. Ils servirent de guetteurs, de porteurs de munitions, ou prenaient part directement aux attaques. Un ancien membre des Cobras raconte : « À cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. Mais on comprend vite qu'avoir une arme, c'est avoir du pouvoir. Quand la guerre s'arrête, personne ne t'apprend à redevenir un enfant. » Ces enfants avaient grandi dans un environnement où la machette et le fusil étaient des objets familiers, où les coups de feu et les cris faisaient partie du quotidien. Quand les milices ont été démantelées, beaucoup de ces jeunes se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans encadrement, sans emploi, sans formation, mais avec une expérience de la violence ancrée profondément. Certains ont tenté de se réinsérer, mais d'autres ont trouvé dans le banditisme une continuité naturelle. Pas de drapeau à défendre, pas de chef militaire, seulement la loi du plus fort. À Talangai, un quadragénaire ayant vécu cette transition l'avoue. Quand tu as survécu à la guerre, braquer quelqu'un pour un téléphone, ça ne te fait pas peur. Dès 2012, des habitants alertèrent déjà sur l'apparition de jeunes groupes armés imitant les Kulunas. Des armes blanches circulaient librement dans les marchés, des agressions étaient signalées, mais la plupart étaient traitées comme de simples bagarres de rue. Un policier à la retraite se souvient, on pensait que c'était juste des histoires de quartier. On ne voyait pas que c'était en train de s'organiser. Ainsi, les bébés noirs ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils sont les héritiers d'un passé où la violence a façonné des générations entières. Un passé où la guerre a laissé derrière elle des adolescents qui n'ont jamais appris autre chose que survivre par la force. Et si, avant même leur naissance, leur avenir avait déjà été écrit dans le chaos des années de guerre. Fin 2014, à Talangai, un terrain poussiéreux sert de place de jeu à une poignée d'enfants. Ils improvisent un match de football avec un ballon usé. Non loin, à l'ombre d'un mur délabré, un groupe d'adolescents observe en silence. Pas de rire, pas de jeu. Sous leur veste trop large, le manche métallique ou le bois poli d'une machette affleure. Ces jeunes, âgés de 13 à 17 ans, sont parmi les premiers à être désignés comme bébés noirs. Les quartiers nord de Brazzaville, Talangai, Tsiémé, Masengo, deviennent les foyers initiaux du phénomène. Ce sont des zones où les rues sont étroites, mal éclairées, et où la pauvreté structurelle limite toute perspective d'emploi ou de formation. Les autorités parlent encore de bagarres de rue entre jeunes désœuvrés.
Mais les habitants constatent une évolution. Ces groupes ne sont pas improvisés. Ils ont des guetteurs postés au carrefour, des points de regroupement précis, des itinéraires de fuite. À la Tsiémé, leur présence est signalée près du cimetière, un endroit stratégique pour disparaître rapidement après un vol ou une agression. À Masengo, ils contrôlent les alentours des marchés, ciblant les clients isolés ou les commerçants sur le départ. À Talangaï, ils se rassemblent sous les viaducs, à l'abri des regards et des patrouilles. Chaque groupe est dirigé par une figure dominante, un chef plus âgé que la moyenne, parfois un ancien détenu ou un ex-membre de gang Kuluna, revenu clandestinement de Kinshasa après l'opération Mbata Yabakolo. Ces leaders maîtrisent l'art du recrutement. Ils offrent une forme de protection, promettent des gains rapides et donnent à des jeunes marginalisés le sentiment d'appartenir à une communauté. Dans un environnement où l'absence de figure paternelle, la déscolarisation et le chômage sont fréquents, leur influence est immédiate. Les lieux du crime, du sang coagulé encore visible 5 jours après les faits, une histoire d'amour qui s'est tournée en une scène épouvantable. L'auteur de cet acte crapuleux, c'est ce jeune garçon, l'assassin d'une jeune fille, la victime élève en classe de terminale, étranglée dans une chambre d'hôtel. L'auteur reconnaît les faits. J'ai utilisé un petit couteau de la cousine. C'est à cause du couteau-là que je l'ai tué. Sur son dos, il porte une inscription qui prouve son appartenance à une organisation criminelle. Pour venir à bout de sa victime, l'auteur du crime s'est servi d'une arme blanche qu'il portait régulièrement sur lui. Pour le colonel de police Jean-Pierre Okiba, il ne fait aucun doute, c'est un acte prémédité. Nous sommes ici en face d'un crime appelé assassinat, parce qu'il s'est exécuté avec la préméditation de l'auteur. Et la description de l'auteur faite par le tenancier de l'établissement nous a permis, avec les témoignages de l'environnement de mademoiselle Hardy, nous a poussé à interpeller le suspect. Autre fait à relever dans cette histoire, la mineure était en uniforme scolaire, ce qui reste prohibé par la loi. Il s'agit ici d'attirer l'attention des parents. C'est une fille de 17 ans qui revient de l'école. Au lieu d'aller à la maison, se retrouve dans un hôtel. Et le garçon, c'est un gros bandit, c'est un Américain. Donc les parents des enfants devraient faire très attention dans l'éducation. Le carburant de ce fléau est double. D'abord, les drogues locales, cannabis, tramadol, autres médicaments détournés de leur usage initial. Elles coûtent peu, inhibent la peur et décuplent l'agressivité. Ensuite, l'argent facile. Un téléphone volé, écoulé rapidement sur un marché parallèle, rapporte en quelques minutes l'équivalent de plusieurs jours, voire d'une semaine de travail légal. Mais au-delà du profit, la violence devient une signature. Les coups, parfois infligés sans nécessité, servent à installer la peur et à faire passer un message. C'était il y a un peu plus d'un mois, dans l'arrondissement 6 Talangaï. 2 jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Meton Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machette, de pierre, de couteau. Les riverains regardent, certains filment, personne n'ose intervenir. Meton Kirambia est laissé pour mort. Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter, il ne faut pas qu'il soit seul, il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots, C'est dit à l'intérieur de moi, je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. Un commerçant explique. Quand ils passent devant ta boutique, tu donnes quelque chose, même si tu n'as rien fait. Parce que si tu refuses, ils reviennent. Et cette fois, ce n'est pas pour discuter. En 2015, à Mikalou, un chef de bloc de 70 ans est enlevé de chez lui par un groupe se faisant appeler les Américains. Son corps est retrouvé mutilé. Quelques mois plus tard, à Talangaï, une jeune fille est attaquée pour son téléphone.
Un militaire tente d'intervenir. Il est frappé au visage et au dos à coups de machette. Ces actes choquent par leur brutalité et par la jeunesse des agresseurs. La presse locale commence à relayer ces affaires. La Semaine africaine, les dépêches de Brazzaville, Africa News, publient des articles alarmistes, souvent illustrés de photos de victimes blessées. Les récits se propagent vite, amplifiés par les rumeurs. Commencer, moi c'est Kikabou Sylvie Elena Michel, alias TC2000 King Tassata. C'est moi qui suis l'auteur de tous ces problèmes. Tout a commencé, c'était d'abord un groupe de musique qu'on avait surnommé le mouvement des braves garçons de Mongali. Ouais, on a créé un mouvement qu'on appelait les Américains. On était tous des chanteurs et des danseurs. Soudain, il y a eu des problèmes de jalousie. Il y a certains qui sont des sorciers, certains qui sont votés, et certains qui pratiquent de la magie. Vu que moi, je n'ai pas des yeux pour faire ça, je ne pratique pas ce genre de pratique, ça nous a créé des problèmes. On a eu une séparation. On s'est divisé en deux groupes. Les autres sont partis, les Arabes, les autres sont restés, les Américains. Et puis... Les Arabes, qui a conduit le groupe des Arabes? Celui qui a conduit le groupe des Arabes, c'est mon ami artiste. Ce sont mes amis artistes tels que Nzete Mousselou, Didier Niala, Narcy Boua, Kratos Virus, Ferende, etc. Ils sont un peu nombreux. Et je suis resté seul avec les Américains, TC2000, avec mon ami Didier Rebo, Kenyanya, et Willy Batista, et les autres, etc. Les petits qu'on a eu à former. Mais après, je n'ai pas compris. Ceux qui sont partis, les Arabes, commençaient à faire des attaques dans notre quartier. Ils venaient pour casser des boutiques, voler, braquer, cambrioler les gens. Dans quel quartier? Chez nous, au plateau de 15 ans. Au plateau de 15 ans, de l'autre côté de Perspective d'Avenir, vers Maison Blanche. Parce que moi, je suis dans la rue Les Canons. Au plateau de 15 ans à Mongali. On sait avoir des attaques. Eux, quand ils viennent pour faire la pagaille, soit la nuit, les Américains entrent la journée pour aller faire la pagaille. Soit les Arabes viennent pour faire la pagaille la journée, la nuit, les Américains iront aussi pour faire la pagaille chez eux. Donc, tout ce phénomène-là, même moi-même, ça m'étonne. Ce n'était qu'un mouvement des artistes et des musiciens. Mais depuis un certain moment, ce virus s'est propagé dans toute l'étendue du pays. Donc, moi-même, je ne sais plus quoi faire. Je chante pour conseiller la jeunesse. Certains écoutent, certains n'écoutent pas. En quelques mois, ce qui ressemblait à de simples affrontements de quartier s'est transformé en un réseau criminel capable de paralyser des zones entières de la capitale. À Talangaï, un soir lourd, les ruelles sont désertes. Au loin, des voix basses se mêlent au cliquetis métallique de machettes qu'on frotte les unes contre les autres. Les sons se rapprochent lentement. Ce ne sont pas de simples bandes en maraude. Pour certains habitants, ce sont des groupes mobilisés avec un objectif précis, et peut-être avec l'appui de figures bien plus puissantes que les chefs de quartier. Depuis plusieurs années, une rumeur tenace circule parmi les habitants, reprise discrètement par certains journalistes et opposants politiques. Une partie des bébés noirs ne serait pas seulement tolérée par les autorités, mais utilisée. Les noms cités reviennent toujours. Un député influent, des officiers supérieurs, des cadres de la police nationale. Les récits suggèrent des complicités, voire des ordres transmis discrètement. Le phénomène bébé noir, ce n'est pas un phénomène qui est rare. C'est réel, parce que le problème qui se passe, c'est quoi? J'ai vu un petit, on s'est croisé à l'arrêt capitaine à Mokone, il me dit que non, il a quitté sa maison parce que non, il a un parent qui est politique, qui a fait que non, qu'il puisse échapper parce qu'on devait l'enfermer. Ça veut dire que nos phénomènes, ça existe parce que eux, ils sont des complices, des policiers. C'est clair. Ils ont des parents là-bas. À Massengo, un habitant explique à voix presque inaudible. On sait quand ils viennent pour voler. Et quand ils viennent pour envoyer un message. Ce n'est pas la même façon de frapper. Un ancien membre raconte. Les périodes électorales reviennent souvent dans ces témoignages. Dans les jours qui précèdent un scrutin ou un référendum contesté, les incursions des bébés noirs semblent plus fréquentes dans les quartiers réputés hostiles au pouvoir. Plusieurs habitants parlent de coupures d'électricité opportunes, plongeant les rues dans l'obscurité juste avant les attaques. En 2015, à Poto Poto,
des témoins affirment avoir vu des hommes en civil guider un groupe de jeunes armés dans des ruelles précises. Aucun des assaillants n'a été interpellé. Les bébés noirs évoluent ainsi dans un espace trouble, entre criminalité de rue et instruments politiques officieux. Tant que cette frontière reste floue, la peur continue de s'installer comme une donnée permanente de la vie quotidienne. Reste une interrogation centrale. Sont-ils vraiment les maîtres de leur violence ou les exécutants d'une stratégie qu'ils ne contrôlent pas? Mai 2017. Les radios locales diffusent en boucle une annonce officielle. Les autorités lancent une vaste opération pour mettre fin au phénomène des bébés noirs. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaît. Dans les rues, certains imaginent enfin pouvoir dormir sans craindre les pas précipités, les coups de machette ou les cris dans la nuit. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. La mesure phare est immédiatement déployée. Des patrouilles mixtes police-gendarmerie, visibles, lourdement armées, sillonnent les zones les plus touchées. Talangai, Poto-Poto, Masengo, Wanzé sont quadrillés par des véhicules blindés, gyrophares allumés. Les forces de l'ordre multiplient les démonstrations de présence. Lors d'une première grande opération, une trentaine de jeunes sont arrêtés. Menottes au poignet, ils sont alignés devant les caméras. Le procureur déclare devant la presse « Nous allons les mettre hors d'état de nuire ». Les images sont diffusées sur les chaînes nationales, les titres des journaux annoncent « L'État frappe fort ». Aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville, pour mettre tout en œuvre, pour éradiquer le phénomène des 10 bébés noirs qui sévit dans Brazzaville et ses environs. Les bébés noirs sont des criminels. Les bébés noirs sont des terroristes comme tels. Ils pillent, ils violent les femmes, ils pillent les magasins. Armés de machettes, ils occupent les rues, les avenues, ils terrorisent les populations, ils donnent la mort aux paisibles citoyens. Nous n'allons pas continuer à tolérer cet état de choses. Terminé. Donc, tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer le plus rapidement. Mais sur le terrain, la réaction est différente. Pour beaucoup de gangs, cette offensive est perçue comme une provocation. Les attaques deviennent plus violentes, plus organisées. Certains sortent masqués, armés de machettes plus longues, parfois de fusils artisanaux. À Poto-Poto, une commerçante témoigne. Il disait « Vous croyez que la police peut vous protéger ?» Puis il frappait plus fort. Quelques semaines plus tard, les habitants voient réapparaître dans leurs rues des visages arrêtés peu de temps auparavant. Les murmures se propagent, des rançons auraient été payées, des protections influentes seraient intervenues. Des policiers, sous couvert d'anonymat, confirment à demi-mot. Parfois, on arrête le même gars 3 fois en un mois. Il ressort toujours. L'écart entre le discours officiel et la réalité du terrain se creuse. Dans les médias publics, les autorités évoquent des résultats encourageants et un recul de l'insécurité. Au quartier La Frontière, les policiers et gendarmes serrent la vis aux malfaiteurs. Des patrouilles menées sous la supervision des colonels-majors Judas Solangué, commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, et Louis Landongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville, ont débouché sur l'interpellation de plusieurs individus, dont certains ayant les marques d'appartenance à un gang. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans les homicides et le trafic des stupéfiants. En témoignent ces kilos de cannabis et ces produits psychotrophes saisis. On m'a vu avec une infraction d'une chambre. Oui, je m'en trouve avec une chambre. De PK à Ngambio en passant par l'Ambre, les forces de l'ordre ont étendu des opérations de patrouille. Objectif, traquer tous ceux qui sèment la terreur dans la capitale. Le bilan s'élève donc à 82 personnes interpellées, parmi lesquelles 2 femmes, de la boisson frélatée en grande quantité, des produits pharmaceutiques prohibés également, et enfin du chanvre indien. C'est toujours l'occasion de lancer un message aux parents pour attirer leur attention sur le comportement de nos enfants. De leur rappeler que nous en sommes responsables aussi, parce qu'on est tous les parents et qu'on est responsables de leur éducation. Maintenant, au niveau des jeunes, il
faut leur rappeler que la majorité, il y a certes quelques mineurs, mais il y a beaucoup qui sont des adultes, donc ils sont responsables de leurs actes. Depuis le début de l'opération Coup de poing, des centaines de jeunes en conflit avec la loi ont été arrêtés. Déterminés à endiguer l'insécurité qui grandit à Brazzaville, les deux colonels-majors ont annoncé accroître la pression sur ces bandits. Dans les marchés et les taxis collectifs, la réaction est ironique. Un chauffeur de Talangaï résume « C'est facile de montrer des arrestations à la télé. Ce qui compte, c'est la nuit. Et la nuit, c'est toujours eux qui règnent. » Après, moi, je veux que quand on les arrête comme ça, on les seulement. Parce que quand ils sortent, ils viennent nous faire encore le mal. Donc, je préfère qu'on seulement. On a déjà marre d'eux. Mais ils ont même des parents de la police qui les relâchent et laissent partir au village. Mais pour faire, quand ils les arrêtent, on les... Ces opérations donnent l'image d'une réponse ferme, mais elles ne s'attaquent pas aux causes profondes. Chômage massif, déscolarisation, pauvreté, réseau de protection au sein même des institutions. Il faut, au préalable, créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle dans l'avenir. Les gangs s'adaptent rapidement, changeant de zone, modifiant leurs modes opératoires. À Talangaï, un graffiti tracé en lettres rouges sur un mur annonce « On est toujours là ». Comme une réponse directe aux patrouilles, comme un avertissement à toute la ville. Mais était-ce réellement une riposte? Ou simplement une mise en scène pour donner l'illusion que la peur avait changé de camp? Talangaï, un samedi matin. La poussière se soulève sous les pas rapides d'une vingtaine d'hommes. Dans leurs mains, pas de sacs de marché, mais des machettes, des bâtons, des pierres. Ils avancent. Aujourd'hui, ce n'est pas la police qui protège le quartier. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur rue. Face à l'impuissance des autorités, des groupes d'autodéfense se forment. Des jeunes, des pères de famille, parfois même d'anciens membres de gangs, rejoignent ces patrouilles improvisées. Tous connaissent parfaitement la topographie des lieux. Les ruelles étroites, les passages discrets, les zones où les bébés noirs apparaissent le plus souvent. Ils s'organisent en équipe, se relayant pour couvrir la nuit entière. Armés de lampes torches, de bâtons, de quelques armes blanches, ils interviennent à la moindre alerte, se déplaçant en groupe compact pour impressionner et repousser les assaillants. Mais lorsque la colère prend le dessus, la frontière entre protection et vengeance disparaît. Un bébé noir pris sur le fait n'a que rarement la possibilité de rejoindre un commissariat. Les coups pleuvent immédiatement. Des pierres sont lancées, parfois jusqu'à la mort. Phénomène bébé noir à Pointe-Noire. Un assommé par la population. Ce mercredi 4 mai 2022 à Pointe-Noire, au quartier Culotte, dans l'arrondissement 4 Luandili, un bébé voleur a été pris la main dans le sac. En effet, le matin, après avoir défoncé une maison où il a tout emporté avec la complicité de sa bande, l'après-midi, le même bébé noir est passé à la vitesse supérieure, ravissant à visage découvert, tout passant de ce qu'il avait de précieux. La réaction de la population n'a pas tardé. La vindicte publique a dit son mot. Un homme de Massengo raconte « On en avait marre. Chaque nuit, c'était la même chose. Alors quand on en a attrapé un, on n'a pas attendu la police. » À Talangaï, une initiative plus structurée émerge. La plateforme Bana Talangaï. Elle regroupe associations, mutuelles et sportifs du quartier. Ensemble, ils lancent une opération coup de poing. Armés de machettes, ils investissent les abords du viaduc, un des points les plus dangereux la nuit, et expulsent les groupes qui y opéraient. Cette action, saluée par les habitants, démontre qu'une mobilisation communautaire peut reprendre temporairement le contrôle d'un espace. Un membre de la plateforme explique « Si on attend que quelqu'un vienne nous sauver, on attendra toute notre vie. » Mais ces initiatives comportent des risques majeurs. Les lynchages alimentent des cycles de vengeance. Un frère, un cousin ou un ami du défunt peut rejoindre un gang pour venger sa mort. Les bavures ne sont pas rares. Un passant peut être pris pour un agresseur simplement parce qu'il porte une machette pour son travail. Une mère d'Ouanzé témoigne « Mon fils avait 17 ans. Il revenait du chantier, sa machette à la main.
Ils l'ont pris pour un bébé noir. Je l'ai retrouvé à la morgue. Le débat traverse les quartiers. Pour certains, l'autodéfense est une nécessité vitale. Mieux vaut agir que subir. Pour d'autres, la justice populaire ne fait que reproduire la violence qu'elle prétend combattre, transformant les victimes en bourreaux. À Poto-Poto, un vieil homme résume « Quand la loi dort, c'est la machette qui décide. Mais la machette ne fait pas de procès. » Dans une ville où la peur est devenue une habitude, la frontière entre se protéger et se venger est aussi fine qu'une lame de couteau. Et pourtant, au milieu de ce climat oppressant, quelques signes de résistance apparaissent. Des habitants, des éducateurs, des associations tentent de réinventer le quotidien, de donner aux jeunes une raison de poser la machette pour saisir un ballon, un outil ou un micro. Parfois cela fonctionne, parfois non. Mais chaque réussite, aussi modeste soit-elle, rappelle qu'une autre voie est possible. Reste une question, simple et brutale. Quand une ville apprend à vivre avec la peur, comment retrouve-t-elle le courage de vivre normalement? Tant que cette réponse ne sera pas trouvée, Brazzaville continuera de marcher vite, de parler bas et de jeter des regards par-dessus son épaule.